Bonjour les troisièmes. Bon, alors au niveau du mot du jour, hein, pas très réactif, hein, voilà. Par contre, bravo à Timothée pour sa phrase parfaite, hein, et pour sa rapidité de réaction. Les autres, ben, je vous attends encore, hein. Alors aujourd'hui, le mot du jour est une expression, l'expression en catimini. En catimini qui veut dire sans se faire voir, discrètement, en douce. Voilà. Donc faire quelque chose en catimini, c'est quand on ne veut pas être repéré et quand on ne veut pas que ça se sache. Alors, je vous avais promis hier, hein, donc effectivement, on ne parle plus des camps, c'est fini, voilà, ouf. Nous allons faire une petite parenthèse avant de nous jeter dans les tranchées, la tête la première, avec des nouvelles à chute. Alors, les nouvelles, je vous rappelle que ce sont des récits courts, hein, par opposition aux romans qui sont plus longs. Et ce sont des récits courts qui peuvent durer de une page à quelques pages pour les plus longs. Et là, nous allons nous consacrer plus particulièrement aux nouvelles à chute. Alors une nouvelle à chute, c'est comme dans les histoires drôles, hein. Excusez-moi. Dans les histoires drôles, c'est la chute qui est intéressante, parce qu'en général, c'est la chute qui est comique. Une nouvelle à chute, c'est une nouvelle avec une fin inattendue, étonnante, comique, tragique, mais une fin à laquelle, en général, on ne s'attend pas. Alors, je vous propose comme première nouvelle à chute, une nouvelle qui s'appelle Happy Meal. Ça va vous rappeler une chaîne de restauration bien connue. Et c'est une histoire écrite par Anna Gavalda, qui est un auteur contemporain à succès, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui a écrit de très beaux romans, comme Ensemble c'est tout, par exemple. Alors, je vous le lis, je vais vous la lire en entier, puisqu'elle ne fait que 3 ou 4 pages, je sais plus. Oui, c'est ça, 3 pages. Ça va bien se passer. Happy Meal. Cette fille, je l'aime. J'ai envie de lui faire plaisir. J'ai envie de l'inviter à déjeuner. Une grande brasserie avec des miroirs et des nappes en tissu. M'asseoir près d'elle, regarder son profil, regarder les gens tout autour et tout laisser refroidir. Je l'aime. D'accord, me dit-elle, mais on va au McDonald's. Elle n'attend pas que je bougonne. Ça fait si longtemps, ajoute-t-elle, en posant son livre auprès d'elle. Si longtemps. Elle exagère, ça fait moins de 2 mois, je sais compter. Mais bon, cette jeune personne aime les nuggets et la sauce barbecue. Qui puis-je? Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai autre chose. Je lui apprendrai la sauce gribiche et les crêpes Suzette, par exemple. Si on reste ensemble assez longtemps, je lui apprendrai que les garçons des grandes brasseries n'ont pas le droit de toucher nos serviettes, qu'ils les font glisser en soulevant la première assiette. Elle sera bien étonnée. Il y a tellement de choses que je voudrais lui montrer, tellement de choses, mais je ne dis rien. Je prends mon par-dessus en silence. Je sais comment sont les filles avec l'avenir, juste prometteuses. Je préfère l'emmener dans ce putain de McDo, pardon pour le mot, et la rendre heureuse un jour après l'autre. Dans la rue, je la complimente sur ses chaussures. Elle s'en offusque. Ne me dis pas que tu ne les avais jamais vues, je les ai depuis Noël. Je pique du nez. Elle me sourit. Alors je la complimente sur ses chaussettes. Elle me dit que je suis bête. Tu penses si je le savais? C'est la plus jolie fille de la rue. J'éprouve un haut le cœur en poussant la porte. D'une fois sur l'autre, j'oublie à quel point je hais les McDonald's. Cette odeur, graillon, laideur et vulgarité mélangées. Pourquoi les serveuses se laissent-elles ainsi enlaidir? Pourquoi porter cette visière insensée? Pourquoi les gens font-ils la queue? Pourquoi cette musique d'ambiance? Et pour quelle ambiance? Je trépigne. Les gens devant nous sont en survêtement, les femmes sont laides et les hommes sont gros. J'ai déjà du mal avec l'humanité, je ne devrais pas venir dans ce genre d'endroit. Je me tiens droit et regarde loin devant le plus loin possible. Le prix du menu best-of Mac de luxe. Elle le sent, elle sent ces choses. Elle prend ma main et la presse doucement. Elle ne me regarde pas. Je me sens mieux. Son petit doigt caresse l'intérieur de ma paume et mon cœur fait zigzag. Elle change d'avis plusieurs fois. Comme dessert, elle hésite entre un milkshake ou un sundae caramel. Elle retrousse son mignon petit nez et tortille une mèche de cheveux. La serveuse est fatiguée et moi je suis émue. Je porte nos 2 plateaux. Elle se tourne vers moi. Tu préfères le coin fumeur, j'imagine? Je hausse les épaules. Si tu préfères, je le sais bien. Elle m'ouvre la voie. Ceux qui sont mal assis raclent leurs chaises à mon passage. Des visages se tournent. Elle ne les voit pas. Impalpable dédain de celles qui se savent belles. Elle cherche un petit coin où nous serons tous les deux. Elle a trouvé, me sourit encore. Je ferme les yeux en signe d'acquiescement. Je pose notre pitance sur une table dégueulasse. Encore pardon pour le mot. Elle défait lentement son écharpe, dodeline 3 fois de la tête, avant de laisser voir son cou gracile. Je reste debout comme un grand nigaud. Je te regarde. Tu me regarderas plus tard, ça va être froid. Tu as raison. J'ai toujours raison. Presque toujours. Petite grimace. J'allonge mes jambes dans l'allée.
Je ne sais pas par quoi commencer, j'ai déjà envie de fumer. Je n'aime rien de tous ces machins emballés. Un garçon au crâne rasé est interpellé par 2 braillards. Je replie mes jambes pour laisser passer ce morveux. J'ai un moment de doute. Que fais-je ici avec mon immense amour et ma pochette turquoise? J'ai ce réflexe imbécile de chercher un couteau et une fourchette. Elle me dit: Tu n'es pas heureux? Si, si. Alors mange. Je m'exécute. Elle ouvre délicatement sa boîte de nuggets, comme s'il s'était agi d'un coffret à bijoux. Je regarde ses mains. Elle a mis du vernis violet nacré sur ses ongles, couleur aile de libellule. Je dis ça, je n'y connais rien en couleur de vernis. Mais il se trouve qu'elle a 2 petites libellules dans les cheveux, minuscules barrettes inutiles qui n'arrivent pas à retenir quelques mèches blondes. Je suis émue. Je sais, je radote, mais je ne peux m'empêcher de penser. Est-ce pour moi, en pensant à ce déjeuner, qu'elle s'est fait les ongles ce matin? Je l'imagine concentrée dans la salle de bain, rêvant déjà à son sundae caramel, et à moi, un petit peu, fatalement. Elle trempe ses morceaux de poulet décongelés dans leur sauce chimique. Elle se régale. Tu aimes vraiment ça? Vraiment? Mais pourquoi? Sourire triomphal. Parce que c'est bon. Elle me fait sentir que je suis un ringard, ça se voit dans ses yeux. Mais du moins le fait-elle tendrement. Pourvu que ça dure, sa tendresse, pourvu que ça dure. Je l'accompagne donc, je mastique et déglutis à son rythme. Elle ne me parle pas beaucoup, mais j'ai l'habitude. Elle ne me parle jamais beaucoup quand je l'emmène déjeuner. Elle est bien trop occupée à regarder les tables voisines. Les gens la fascinent, c'est comme ça. Même cette énergumène qui s'essuie la bouche et se mouche dans la même serviette, juste à côté, a plus d'attrait pour elle que moi. Comme elle les observe, j'en profite pour la dévisager tranquillement. Qu'est-ce que j'aime le plus chez elle? En numéro 1, je mettrais ses sourcils. Elle a de très jolis sourcils, très bien dessinés. Le bon Dieu devait être inspiré ce jour-là. En numéro 2, ses lobes d'oreilles. Parfait. Ses oreilles ne sont pas percées. J'espère qu'elle n'aura jamais cette idée saugrenue. Je l'en empêcherai. En numéro 3, quelque chose de très délicat à décrire. En numéro 3, j'aime son nez, ou plus exactement les ailes de son nez. Ces 2 petites courbes de chaque côté, délicates et frémissantes. Roses, douces, adorables. En numéro 4, mais déjà le charme est rompu. Elle a senti que je la regardais et minaude, en pinçant sa taille. Je me détourne. Je cherche mon paquet de tabac en tâtant toutes mes poches. Tu l'as mis dans ta veste? Merci. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Rien. Je lui souris en brûlant une cigarette. Mais je ne serais pas obligée d'aller au McDo le samedi après-midi. Elle s'en fiche de ce que je viens de dire. Elle attaque son sundae. Du bout de sa cuillère, elle commence par manger tous les petits éclats de cacahuètes. Du mal avec ce mot. Et puis tout le caramel. Elle le repose ensuite au milieu de son plateau. Tu ne le finis pas? Non, en fait, je n'aime pas les sundaes. Ce que j'aime, c'est juste les bouts de cacahuètes et le caramel. Je l'ai bien eu, la cacahuète. Mais la glace, ça m'écoeure. Tu veux que je leur demande de t'en remettre? De quoi? Ben, des cacahuètes et du caramel. Ils ne voudront jamais. Pourquoi? Ben, parce que je le sais, ils veulent pas. Laisse-moi faire. Je me lève en prenant son petit pot de crème glacée et me dirige vers les caisses. Je lui fais un clin d'œil. Elle me regarde, amusée. Je balise un peu. Je suis son pro-chevalier investi d'une mission impossible. Discrètement, je demande à la dame un nouveau sundae. C'est plus simple, c'est plus sûr. Je suis un pro-chevalier prévoyant. Elle recommence son travail de fourmi. J'aime sa gourmandise, j'aime ses manières. Comment est-ce possible tant de grâce? Comment est-ce possible? Je réfléchis à ce que nous allons faire ensuite. Où vais-je l'emmener? Que vais-je faire d'elle? Me donnera-t-elle sa main tout à l'heure quand nous serons de nouveau dans la rue? Reprendra-t-elle son charmant pied piment, là où elle l'avait laissé en entrant? Où en était-elle d'ailleurs? Je crois qu'elle me parlait des vacances. Où irons-nous en vacances cet été? Mon Dieu, ma chérie, mais je ne le sais pas moi-même. Te rendre heureuse un jour après l'autre, je peux essayer, mais me demander ce que nous ferons dans 6 mois. Comme tu y vas. Il faut donc que je trouve un sujet de conversation en plus d'une destination de promenade. Preux, prévoyant et inspiré. Les bouquinistes peut-être? Elle va râler. Encore? Non, elle ne va pas râler. Elle aime aussi me faire plaisir. Et puis, pour sa main, elle me la donnera, je le sais bien. Elle plie sa serviette en 2 avant de s'essuyer la bouche. En se levant, elle lisse sa jupe et réajuste le col de son chemisier. Elle prend son sac et me désigne du regard l'endroit où je dois déposer nos plateaux. Je tire la porte, le froid nous surprend. Elle refait le nœud de son écharpe et sort ses cheveux de dessous son manteau. Elle se tourne vers moi. Je me suis trompée, elle ne me donnera pas la main puisque c'est mon bras qu'elle prend. Je m'arrête là juste avant le dénouement et je vais expliquer le vocabulaire avant de vous dire la fin. Suspense. Alors, le personnage du narrateur bougonne quand on lui propose le McDo. Bougonner, c'est parler entre ses dents quand on n'est pas content. Il parle ensuite de sauce gribiche. Alors, c'est une vinaigrette avec des capres et des fines herbes. C'est un type de sauce. Les crêpes Suzette, ce sont des crêpes flambées au jus d'orange et au grand marnier. C'est un classique de la gastronomie française. S'offusquer de quelque chose, c'est se vexer.
Trépigner, c'est quand on tape des pieds sur place, hein, comme les enfants qui font des colères. Hein. Et l'acquiescement, c'est quand on est d'accord. Hein, ça peut être d'ailleurs un signe de tête, comme ça on acquiesce. Alors, pour lui, la nourriture du McDonald's est une pitance, c'est une mauvaise nourriture. En général, la pitance, c'est ce qu'on donne aux prisonniers. Hein, ça peut être du pain sec et de l'eau. Hein. On dit aussi une maigre pitance. Dodeliner, donc je vous l'ai fait en lisant, hein, c'est quand on fait comme ça avec la tête. Mastiquer, c'est mâcher, bon ça vous savez. Hein. Un énergumène, c'est un individu, quelqu'un d'un peu bizarre, hein, c'est connoté un peu négativement, énergumène. Et quelque chose de saugrenu, c'est quelque chose de bizarre, d'inattendu, qui n'était pas prévu, qui n'a rien à faire là. Alors, il dit à un moment donné qu'elle minaude. Alors, minauder, c'est ce que font les filles quand elles font leur belle, qu'elles font leur intéressante. Hein. On fait... Oh. Voilà. À un moment donné, il y a une métaphore, hein, puisqu'il dit « Je suis son pro-chevalier investi d'une mission ». C'est une référence au Moyen-Âge. Hein. Pro, ça veut dire courageux. Et, métaphore amusante, hein, puisque se comparer implicitement à un chevalier alors qu'il va chercher des cacahuètes pour le Sunday, évidemment, hein, c'est un petit peu démesuré. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Être investi d'une mission, c'est être chargé d'une mission. Le pépiment, hein, quelqu'un qui pépit, c'est qui fait un bruit comme un oiseau. Hein, le pépiment, normalement, c'est un bruit d'oiseau. Quelqu'un qui parle vite avec une petite voix. Et à la fin, elle dit qu'ils vont aller voir les bouquinistes. Les bouquinistes, ce sont des vendeurs de livres d'occasion qu'on trouve sur les quais de Seine, notamment à Paris. Hein, mais il y a aussi des boutiques de bouquinistes. Enfin, il y a une boutique de bouquinistes sur 3, je crois. Hein, voilà. Le livre se perd, hein, donc je pense qu'il y en aura de moins en moins. Puisqu'on lit de moins en moins, n'est-ce pas? Alors, donc le dénouement. Je ne vais pas vous lire la fin tout de suite, je vous laisse le temps d'échafauder des hypothèses. Qu'est-ce qui peut arriver de très étonnant? Quelle peut être la chute? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Il y a quelques indices, mais qui sont quand même assez maigres. Hein, donc, alors, je vais peut-être vous relire les indices, ça va vous mettre sur la voie. Alors, les indices, bah, on a déjà cette prédilection pour le McDonald's. On vous dit aussi, par exemple, elle hésite entre un milkshake ou un sundae, elle retrousse son mignon petit nez. Ensuite, on parle de son vernis à ongles et de ses minuscules barrettes qui sont ornées de libellules. Et également de cette manie de ne manger que les cacahuètes et non la glace. Et je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a pas tant d'indices que ça. Et le fait que le McDo soit une activité du samedi après-midi, régulière du samedi après-midi entre lui et elle, ça peut donner un indice. Donc je lis les 2 dernières courtes lignes qui annoncent la chute. Donc je reprends juste avant. Elle se tourne vers moi, je me suis trompée, elle ne me donnera pas la main puisque c'est mon bras qu'elle prend. Cette fille, je l'aime, c'est la mienne. Elle s'appelle Valentine et n'a pas 7 ans. Donc en fait, tout le long, on a pu penser à un rendez-vous amoureux puisque tout le laissait croire. Et en fait, c'est juste un papa qui emmène sa fille le samedi après-midi au McDo et qui la trouve la plus belle du monde, parce que forcément, pour un papa, sa fille, elle est toujours la plus belle du monde. Hein. Et c'est vrai que les indices étaient quand même assez maigres, à part ces petites barrettes qui sont quand même plutôt la tribu des fillettes que des jeunes femmes. Alors, je vais reprendre certains passages sur un plan un peu plus technique. Alors, au niveau du temps, on a une prédominance du présent, puisque c'est raconté dans un présent d'énonciation. Je vous rappelle que c'est le présent ici maintenant. Ils sont en train de faire les choses dont ils parlent. Donc, tout est au présent. On a un tout petit peu de dialogue également. Un dialogue qui est présenté comme il se doit, à savoir un tiret et à la ligne à chaque fois qu'on change d'interlocuteur, de manière à ce qu'on sache toujours qui parle, pas comme dans certains dialogues de rédaction où on met tout bout à bout et où on ne sait plus où on en est. Alors, quelques propositions subordonnées, parce que plus on en parle et puis mieux on s'habitue et plus on les localise. Elle me fait sentir que je suis un ringard.
Alors, elle me fait sentir que je suis un ringard, donc introduite par que. Donc, du coup, ça pourrait être soit une relative, soit une conjonctive. Donc, on regarde le mot auquel elle se rapporte. Elle me fait sentir que je suis un ringard, pardon. Donc, que je suis un ringard, c'est ce qu'elle me fait sentir. Donc, ça va avec le verbe faire sentir. Et du coup, c'est donc une... Oui, c'est ça, une subordonnée conjonctive, puisqu'elle dépend d'un verbe et non pas d'un nom, d'un pronom. Alors, une autre au hasard. Minuscule barrette inutile, qui n'arrive pas à retenir quelques mèches blondes. Donc, qui n'arrive pas à retenir quelques mèches blondes, introduite par qui. Donc, qui, on sait très bien que c'est un pronom relatif, puisque la liste c'est qui, que, quoi, dont, où. Donc, déjà, on sait que c'est une subordonnée relative. Et si on regarde, qu'est-ce qui n'arrive pas à retenir quelques mèches? Ce sont les barrettes, et c'est donc un nom. Donc, effectivement, l'antécédent est un nom. Donc, c'est bien une subordonnée relative. Une petite dernière pour la route. Ah voilà. Il y a tellement de choses que je voudrais lui montrer. Donc, que je voudrais lui montrer, on a que, donc ça peut être conjonctive ou relative. Donc là, on est bien embêté. Donc, on regarde le mot qui est avant. Qu'est-ce que je voudrais lui montrer? Des choses, tellement de choses. Chose étant un nom, bien que le mot subordonnant soit que, eh bien, c'est une subordonnée conjonctive. Et même comme elle est introduite par que, on va même la nommer... Je suis en train de vous dire absolument n'importe quoi. Excusez-moi, il est un peu tôt encore. J'ai voulu m'y mettre assez vite parce qu'après, les vidéos ne chargent plus. Ça dépend d'un nom et c'est donc une relative, bien entendu, n'importe quoi. Subordonnée relative. Ah, je vous jure. On remarquera au passage la description très négative qui est faite du McDo, hein, qui est vue par quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Donc on voit toute la modalisation, hein, le fait de donner son avis, de donner un point de vue très très négatif, puisque il nous dit que quand il rentre, il y a une odeur de graillon, c'est-à-dire une odeur de graisse cuite, hein, et le graillon est mélangé à la laideur et à la vulgarité. Comme si toutes les personnes qui fréquentaient le McDo étaient laides et vulgaires. C'est quand même un peu vite vu. Il dit un peu plus loin que les gens sont en survêtement, que les femmes sont laides et que les hommes sont gros. Alors je pense que si on va faire un petit sondage dans les McDo, bon là on ne peut plus, hein, ils sont fermés, on verra que toutes les personnes ne sont pas laides, ni en survêtement, ni toutes obèses, hein, donc il faut quand même peut-être pas généraliser. Mais on voit bien qu'il fait un commentaire qui n'est pas du tout objectif. D'ailleurs, il compare avec des brasseries où on fait des plats comme les crêpes Suzette, où on ne touche pas la serviette quand on fait glisser l'assiette du dessus. Donc déjà, on a 2 assiettes. Il dit aussi qu'il cherche son couteau et sa fourchette. On sait bien qu'on mange avec les doigts dans ce genre d'endroit. Hein. Et que rien ne lui plaît dans toute cette nourriture emballée. Hein. Donc le fait que ce soit emballé, c'est quelque chose pour lui aussi de négatif, hein, qui ne donne pas envie. Donc il y va effectivement uniquement pour lui faire plaisir. Et elle, par contre, trouve que c'est bon. Hein. Et autre chose, hein, quand il décrit ce qu'elle mange, elle trempe ses morceaux de poulet décongelés dans leur sauce chimique. Là, on voit les modalisateurs. Si on avait dit « elle trempe ses morceaux de poulet dans leur sauce », la phrase est neutre, pas de jugement. Mais là, elle trempe ses morceaux de poulet décongelés, donc de mauvaise qualité, dans leur sauce chimique. Donc ça donne vraiment pas envie et l'ensemble est assez dégoûtant et assez répugnant. Alors, je vais vous lire le début d'une autre nouvelle et je vous demanderai de réfléchir à la chute. Vous allez faire marcher votre imagination. Condition que je la retrouve. Ah voilà, parfait. Alors, jouez le jeu, hein. Essayez pas de la trouver, s'il vous plaît. Faites des hypothèses personnelles et neutres. Ça s'appelle Cauchemar en jaune.
Il fut tiré du sommeil par la sonnette du réveil, mais resta couché un bon moment après l'avoir fait taire, à repasser une dernière fois les plans qu'il avait établis pour une escroquerie dans la journée et un assassinat le soir. Il n'avait négligé aucun détail, c'était une simple récapitulation finale. À 20h46, il serait libre, dans tous les sens du mot. Il avait fixé le moment parce que c'était son 40e anniversaire et que c'était l'heure exacte où il était né. Sa mère, passionnée d'astrologie, lui avait souvent rappelé la minute précise de sa naissance. Lui-même n'était pas superstitieux, mais cela flattait son sens de l'humour de commencer sa vie à 40 ans, à 1 minute près. De toute façon, le temps travaillait contre lui. Homme de loi spécialisé dans les affaires immobilières, il voyait de très grosses sommes passer entre ses mains. Une partie de ces sommes y restait. 1 an auparavant, il avait emprunté 5000 $ pour les placer dans une affaire sûre, qu'il allait doubler ou tripler. Mais il en perdit la totalité. Il emprunta un nouveau capital pour diverses spéculations et pour rattraper sa mise initiale. Il avait donc résolu de réaliser le maximum en argent liquide sans éveiller les soupçons, en vendant diverses propriétés. Dans l'après-midi, il disposerait de plus de 100 000 $, plus qu'il ne lui en fallait jusqu'à la fin de ses jours. Et jamais il ne serait pris. Son départ, sa destination, sa nouvelle identité, tout était prévu et fignolé. Il n'avait négligé aucun détail, il y travaillait depuis des mois. La décision de tuer sa femme, il l'avait prise peu après coup. Le mobile était simple, il la détestait. Il avait eu beaucoup de mal à ne pas éclater de rire devant l'opportunité du cadeau d'anniversaire qu'elle lui avait fait, la veille, avec 24 heures d'avance, une belle valise neuve. Elle l'avait aussi amené à accepter de fêter son anniversaire en allant en ville dîner à 7 heures. Elle ne se doutait pas de ce qu'il avait préparé pour continuer la soirée de fête. Il la ramènerait à la maison avant 20h46 et satisferait son goût pour les choses bien faites en se rendant veuf à la minute précise. Il y avait aussi un avantage pratique à la laisser morte. S'il l'abandonnait vivante et endormie, elle comprendrait ce qui s'était passé et alerterait la police en constatant au matin qu'il était parti. S'il la laissait morte, le cadavre ne serait pas trouvé avant 2 ou peut-être 3 jours, ce qui lui assurerait une avance bien plus confortable. À son bureau, tout se passa à merveille. Quand l'heure fut venue d'aller retrouver sa femme, tout était paré. Mais elle traîna devant les cocktails et traîna encore au restaurant. Il en vint à se demander avec inquiétude s'il arriverait à la ramener à la maison avant 20h46. C'était ridicule, il le savait bien. Mais il avait fini par attacher une grande importance au fait qu'il voulait être libre à ce moment-là et non 1 minute avant ou après. Il gardait l'œil sur sa montre. Attendre d'être entré dans sa maison l'aurait mis en retard de 30 secondes. Mais sur le porche, dans l'obscurité, il n'y avait aucun danger. Il ne risquait rien, pas plus qu'à l'intérieur de la maison. Il abattit la matraque de toutes ses forces, pensant qu'elle attendait qu'il sorte sa clé pour ouvrir la porte. Il la rattrapa avant qu'elle ne tombe et parvint à la maintenir debout tout en ouvrant la porte de l'autre main et en refermant de l'intérieur. Il posa alors le doigt sur l'interrupteur et une lumière jaunâtre envahit la pièce. Et je m'arrête là et je vous laisse imaginer quelle peut être la chute et quelle va être la surprise finale. Je vous rappelle que l'expression du jour est en catimini. N'hésitez pas à l'utiliser, bande de feignants. Allez, bon courage, à demain.